auxiliaires de culture sur deux cultures principales en Bourgogne-Franche-Comté. Donc le blé tendre d'hiver et le colza d'hiver. Donc pourquoi ces deux cultures? Tout d'abord le blé tendre, c'est une culture que l'on retrouve pratiquement dans tous les systèmes de Bourgogne-Franche-Comté. Et le colza, c'est une culture aussi que l'on retrouve fréquemment dans les systèmes de culture de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est également une culture sur laquelle on a quelques difficultés à gérer les bioagresseurs. Donc ces cultures sont finalement de parfaites candidates pour étudier les régulations biologiques. De plus, en étudiant ces régulations biologiques, on va pouvoir limiter l'usage des produits phytopharmaceutiques et essayer d'avoir une agriculture plus durable. Donc la régulation biologique étudiée ici, il s'agit en fait de la lutte biologique par conservation. Qu'est-ce que c'est exactement? La lutte biologique, déjà, c'est l'utilisation d'organismes qui permettent de réduire donc, les populations de bioagresseurs et ou de limiter l'effet des bioagresseurs sur les cultures. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la lutte biologique par conservation? En fait, il s'agit tout simplement de maintenir ou d'accroître ces populations d'organismes auxiliaires de culture en transformant à la fois les pratiques agricoles et le paysage environnant. Donc sur le blé, nous suivons divers bioagresseurs, donc les limaces, les adventices et les pucerons. Donc les limaces, parce qu'en consommant la plante à des stades jeunes, donc du stade levé au stade première feuille, provoquent des dégâts. Les adventices, parce qu'elles rentrent directement en compétition avec la culture pour les ressources et pour l'espace. Et ensuite, donc, les pucerons, donc tout d'abord les pucerons d'automne, qui en se nourrissant sur la plante vont pouvoir transmettre un virus, le virus de la jaunisse nanissante de l'orge, qui va provoquer donc, à terme des pertes de rendement. Ensuite, nous avons enfin donc, les pucerons de printemps, donc soit sur le feuillage, soit sur les épis, qui eux provoquent également des pertes de rendement, mais aussi une diminution du poids de 1000 grammes. Du côté maintenant du colza, nous avons aussi des bioagresseurs suivis, donc les limaces et 3 coléoptères. Donc les limaces, pareil que le blé finalement, détruisent les jeunes plantules en grignotant les plantes. Nous avons ensuite dans les 3 coléoptères, donc le premier coléoptère qui est la grosse altisse, qui au stade adulte va perforer donc, les jeunes plantes, les plantules, va pondre dans les pétioles des colzas et donc en se développant, la lave va favoriser le port buissonnant de la plante. Nous avons ensuite donc, le charançon du bourgeon terminal qui, comme la grosse altisse, va pondre dans les pétioles du colza et de même, la larve en se développement va favoriser un port buissonnant. Enfin, nous avons le médigette, donc au stade adulte, qui va perforer les boutons floraux et en perforant ces boutons floraux donc, pour pondre, va provoquer également des pertes de rendement. Il existe deux types de régulation que l'on regarde. Donc déjà la prédation, c'est lorsque l'auxiliaire va consommer le bioagresseur, et ensuite le parasitisme, c'est lorsque l'auxiliaire va pondre dans un hôte, donc ici le bioagresseur, et donc la larve en se développant va tuer l'hôte. Donc dans notre cas, donc dans le cadre du projet, les prédateurs vont par exemple consommer les œufs et les adultes de limaces, des pucerons adultes, des larves de coléoptères ou encore des graines d'adventices. Quant aux parasitoïdes, ils vont plutôt parasiter des pucerons adultes et des larves de coléoptères. Donc il existe deux grandes catégories d'auxiliaires invertébrés, les rampants et les volants. Du côté des rampants, nous avons par exemple les carabes avec environ 1200 espèces en France, ils sont omniprésents dans les agrosystèmes et ils ont différents régimes alimentaires. Ils ont un régime par exemple pour 80% des espèces de prédateurs, ils peuvent être omnivores ou granivores. Nous avons ensuite les araignées avec environ 1500 espèces en France qui peuvent chasser soit à l'aide d'une toile, donc les tisseuses, soit directement la proie au sol, les chasseuses. Ensuite nous avons les staphylins avec environ 1000 espèces en Europe qui peuvent être soit prédateurs, soit détritifhages, soit parasitoïdes. Dans notre cas, nous regardons plutôt les staphylins prédateurs. Donc, nous avons ensuite les auxiliaires volants qui peuvent être soit prédateurs, soit parasitoïdes. Donc, dans le cadre des prédateurs, nous avons par exemple la cirfe au stade larvaire, nous avons la coccinelle au stade larvaire et au stade adulte, nous avons les chrysopes et hémérobes au stade larvaire, mais ceux-ci sont très peu retrouvés dans les agrosystèmes. Du côté des parasitoïdes, nous avons les hyménoptères parasitoïdes. Sur le projet ISIT Agroécologie en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons essayé de quantifier 4 régulations. Donc, la première régulation, il s'agit de la prédation des pucerons au printemps. Donc, pour cela, nous avons mis un pool de pucerons à consommer sur un réseau de parcelles de blé tendre en Bourgogne-Franche-Comté sur la période mai-juin.
Nous avons ainsi pu observer que la prédation des pucerons se faisait majoritairement par les invertébrés, les rampants étant plus efficaces que les volants. Les niveaux de régulation vont de 0 à 100%, ce qui implique que sur certaines parcelles, les régulations sont bien en place et que sur d'autres parcelles, les régulations sont quasiment inexistantes. Donc la deuxième régulation observée est la prédation des graines d'adventice au printemps. Donc, comme pour les pucerons, nous avons mis donc dans un réseau de parcelles de blé tendre en Bourgogne-Franche-Comté sur la période mai-juin un pool de graines à consommer, ici la pensée des champs. Nous avons pu observer en termes de régulation que 60% de la consommation des graines était liée aux vertébrés, tels que du petit mammifère ou des oiseaux, et 40% de la consommation était liée aux invertébrés. Nous avons également remarqué que les niveaux de prédation étaient très différents, très variables d'une parcelle à une autre, allant de 0 à 100%, ce qui implique des régulations en place et efficaces très variables selon les parcelles. Nous avons également observé une troisième régulation. Il s'agit du parasitisme des pucerons. En 2019, sur un réseau de parcelles en Bourgogne-Franche-Comté de blé tendre, nous avons pu quantifier cette régulation en mesurant donc le nombre de momies de pucerons. Donc, nous avons observé que le taux de parasitisme allait de 0 à 100% avec une moyenne autour de 25%, ce qui implique que sur certaines parcelles, nous avons davantage d'hyménoptères parasitoïdes. Donc la quatrième régulation observée, donc la dernière finalement, est le parasitisme des larves de méligès. Donc en 2019, sur un réseau de parcelles de Causard, nous avons pu quantifier cette régulation. Nous avons observé que les taux de parasitisme allaient de 0 à 40% selon les parcelles, avec une moyenne autour de 18%. Donc ces taux restent assez faibles finalement, et pourraient être éventuellement améliorés par une modification soit des pratiques agricoles, soit de quelques éléments du paysage. Plusieurs phénomènes influencent les communautés d'auxiliaires et leur régulation. Nous avons les pratiques agricoles et l'environnement paysager. Donc, tout d'abord au niveau des pratiques agricoles. Nous avons l'utilisation d'insecticides qui a des effets négatifs directs sur nos communautés. Nous avons également l'utilisation d'herbicides qui peuvent avoir des effets indirects sur nos communautés par la destruction de leur habitat et de leurs ressources alimentaires. Nous avons par exemple l'utilisation du travail du sol de manière assez intensive qui favorise donc la destruction des lieux d'habitation, de reproduction et les ressources alimentaires de nos communautés d'auxiliaires. Donc ce qui a un effet finalement assez négatif sur nos communautés. Nous avons la couverture végétale maximale sur les parcelles, c'est-à-dire une période de sol nu minimale sur l'année qui va favoriser certaines communautés de carabes. Nous avons également par exemple l'utilisation forte d'engrais minéraux qui va défavoriser certaines communautés d'auxiliaires rampants telles que les staphylocoques. Donc, un deuxième phénomène influence les communautés d'auxiliaires, c'est l'environnement paysager. Donc, tout d'abord l'environnement paysager proche, les bordures de parcelles. Donc, nous pouvons avoir en bordure de parcelles des infrastructures agroécologiques qui peuvent être du type bande enherbée, bande fleurie ou haies. Globalement, ces infrastructures sont bénéfiques pour les communautés d'auxiliaires puisqu'elles produisent donc des lieux d'hibernation, d'abri et des ressources alimentaires pour nos communautés. Donc, dans le cadre du projet EASIT Agroécologie en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons réalisé 2 études. Une première en 2018 qui a montré qu'en présence d'infrastructures en bordure de parcelles, certaines communautés, donc certaines populations de carabes étaient plus importantes dans la parcelle en début de printemps. Donc, ce qui suggère que les infrastructures favorisent l'arrivée plus rapide des carabes dans la parcelle en début de printemps. Une deuxième étude en 2019 a montré que suivant le type d'infrastructure, les communautés d'auxiliaires n'étaient pas réparties de la même manière. Par exemple, une infrastructure de type arboré favorise des carabes et des staphylins dans la parcelle, alors qu'une infrastructure de type herbacé favorise les araignées dans la bordure de la parcelle. Donc, ce qui suggère que les auxiliaires de culture, les populations d'auxiliaires de culture et leur répartition dépendent à la fois du type d'infrastructure et également de la période d'observation. Le paysage aux alentours des parcelles a également une incidence sur les communautés d'auxiliaires. Ce paysage se définit par sa composition et sa structure. Donc sa composition, c'est le nombre et le type d'unités paysagères qui composent le paysage. Par exemple, on peut avoir une culture principale dans le paysage comparée à un paysage où on a des cultures diversifiées. Et donc on voit ici que les cultures diversifiées proposent un paysage plus complexe en termes de composition. De même, on peut avoir des paysages avec très peu ou pas d'habitat semi-naturel ou des paysages où on retrouve beaucoup de types d'habitats semi-naturels. Par exemple, des bosquets, des haies, des rivières, des prairies. Maintenant, la structure du paysage se définit par l'hétérogénéité de l'arrangement spatial. Par exemple, la taille des parcelles influe sur cette structure du paysage. De grandes parcelles, de grandes unités, sont beaucoup moins complexes que de petites parcelles imbriquées les unes dans les autres.
De manière générale, les paysages plus complexes en termes à la fois de composition et à la fois de structure favorisent la biodiversité en offrant des habitats et des ressources alimentaires diversifiées pour nos communautés d'auxiliaires.